Donc, j'ai l'honneur de présenter Laurent Vidal. Laurent Vidal est né en 1967. Il a fait Sciences Po Grenoble. Il est professeur des universités en histoire à La Rochelle et au Brésil. Et il navigue beaucoup entre la France, La Rochelle et le Brésil, différentes villes du Brésil. J'ai pu lire, bien sûr, Sao Paulo, bien sûr, Rio, et certainement beaucoup d'autres villes dont il va peut-être nous parler. Ses travaux portent sur, entre autres, sur l'histoire du Brésil, l'histoire des sociétés atlantiques américaines, leur mobilité, leur constitution, leur production, leur existence, éventuellement leur économie, si j'ai bien compris. Il a dirigé plusieurs projets internationaux portant sur la production, notamment de l'espace balnéaire, il me dira si je me trompe, les cohésions, les mobilités, je l'ai dit, et la constitution et l'existence des sociétés et de leur territoire, et des sociétés sur leur territoire. Pardon. Il a publié différents ouvrages, dont le dernier, je crois qu'il va l'évoquer, et qui concerne bien sûr en partie la pensée de Paul Virilio, et il va évidemment croiser avec cette pensée, dont l'intitulé c'est, et j'espère l'avoir bien noté, Les hommes lents, résister à la modernité, 15e, 20e siècle, chez Flammarion en 2020. Précédemment, il avait publié un ouvrage, précédemment, puisqu'on prend le temps. Dans les séries. Et avec Laurent, on va prendre le temps. On n'a pas un temps infini, mais on va prendre le temps. Précédemment, ça tombait peut-être bien, ils ont rêvé d'autres mondes, 1841. 500 Français partent au Brésil. Et il s'ensuit un travail que Laurent a fait. Il a également dirigé différents ouvrages. Et aujourd'hui, il va nous parler peut-être des rythmes, des arythmies révélationnaires. Il va nous entretenir des rythmes, des arythmies, les décalages entre les rythmes, de leur aspect révélationnaire, j'arrive à le dire, et notamment révélationnaire de nos modernités dans nos modernités. Et nous l'écoutons. Merci. Merci beaucoup. Alors, je tiens à remercier d'abord Jean et Virginie pour cette invitation, mais aussi Sophie et Thierry. Dire que j'ai connu l'œuvre de Paul avant de connaître Paul, mais lorsque j'ai connu Paul ici à La Rochelle, nous nous rencontrions régulièrement, et donc c'est pour moi toujours un moment très important que ces fameuses rencontres autour de l'œuvre de Paul. Alors, je vais vous parler d'un ouvrage qui a été cité tout à l'heure, et il se trouve que Paul s'appelle Les hommes lents, et Paul est évidemment dans les remerciements parce que nous nous rencontrions régulièrement. Et comment dire, cet ouvrage dialogue avec un certain nombre d'idées de Paul, même si ce n'est pas le point de départ, mais quoi qu'il en soit, à plusieurs moments, je discute avec lui. Et je dois dire que ce sujet, je l'avais proposé une première fois, ce titre, La lenteur comme accident, nous étions à la fin de l'année 2019, et c'est le moment où j'allais donc publier ce livre qui est sorti en janvier 2020. Et le titre a été repris tel quel, sauf que tel quel, il s'est passé quand même pas mal de choses depuis. Alors j'ai un petit peu hésité à me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ce titre ou est-ce que je le change? Est-ce que je me mets dans la position d'Ulysse qui essaie de rentrer à Ithaque pour fermer la parenthèse, ou est-ce que je ne serais pas plutôt dans la position d'Énée
hein, qui part et qui n'a pas d'autre choix que de refonder. Donc j'ai pris plutôt le costume d'aîné qui me paraît plus intéressant dans la situation actuelle. Et je vais donc repartir de cette idée et ah pardon, non, c'était juste pour essayer de voir l'heure et que je sache où j'en suis dans mes... Voilà, d'accord. C'est très bien. Oui, oui, parfait. C'est histoire que je suive, mais... Donc je vais repartir de ce thème, évidemment, ce que j'avais promis dans le titre, la lenteur comme accident, avec une question. Dans un monde comme le nôtre, fasciné par la promptitude, que signifie qualifier, ou plutôt disqualifier, l'autre comme lent? Ensuite, autre accident, deuxième accident, envisager le changement de rythme comme moyen de résistance. Et puis là, je vais interroger la situation actuelle, le surgissement de ce virus qui nous met en quelque sorte en confinement de promptitude. Voilà les 3 temps que j'aimerais en 30 minutes essayer avec vous de proposer. Alors, je vais commencer donc par ce qui est le thème de cette intervention, la lenteur comme accident. Dans ce qui arrive, Paul Virilio reprend la définition latine d'accidens, accidens ce qui arrive, accidens l'événement. Et je fais très volontiers, comme historien évidemment, mienne cette articulation entre accident et événement, et je dirais aussi avec François Julien entre transformation silencieuse et rupture sonore. L'événement, c'est cela. On est pris entre ces deux éléments. Mais je souhaite aller plus loin, et tout à l'heure, Thierry Pacaud citait Aristote. Eh bien, dans sa métaphysique, Aristote évoque un événement de langage, à savoir le surgissement de l'adjectif. Et il dit l'adjectif est un accident. Ça, je le pense, et c'est fascinant. C'est-à-dire, Aristote nous dit l'adjectif qualifie ce qui appartient à une chose comme telle sans être un des caractères distinctifs de son essence. Alors bon, je ne vais pas entrer là non plus dans les débats sur la substance qu'il y a chez Aristote, mais ce qui m'importe, c'est que l'adjectif signifie quelque chose de conjoncturel. Et la conjoncture est donc le fruit d'une rupture, à savoir d'un accident. Eh bien, justement, c'est là mon point de départ. Nous vivons dans des sociétés modernes, aujourd'hui postmodernes, qui sont fascinées par la vitesse, qui sont fascinées par l'accélération. Or, cet enchantement de la vitesse ne valorise la plupart du temps que ceux qui ont les capacités d'aller au rythme de cette accélération. Comme si, finalement, la rapidité induisait nécessairement une idée de puissance sociale. De l'autre côté, eh bien, sont dévalorisés, pointés du doigt comme étant des inadaptés, ceux qui ne tiennent pas cette cadence. Et il y a une association donc entre une situation de fragilité sociale et une difficulté à être dans le rythme. C'est Don Quichotte qui, sur un chariot à bœufs, s'interroge, se demande si c'est un fait des temps modernes, il le dit, des temps modernes, que d'être transporté sur ces chariots à bœufs. Si leur palan, il le cite, c'est exactement cette expression, est une manière moderne de transporter les chevaliers enchantés. Donc il y a bien quelque chose ici qui est pointé du doigt. Les hommes lents sont, ce que j'appelle les hommes lents, sont pointés du doigt, disqualifiés en raison de compétences rythmiques inadéquates. Eh bien, si l'on revient à cette notion d'accident, alors il faut s'interroger. De quel événement la lenteur décrétée des hommes lents est-elle le résultat? Alors, dans ce livre, j'essaie de dresser la généalogie de cet accident, à savoir l'attribution à certains individus dès l'aube de la modernité,
de cette qualité considérée comme discriminante, la lenteur. Et c'est cette trame rythmique de la modernité, pour la comprendre, pour essayer de mesurer son apparition, eh bien, il me faut revenir au moment où s'ouvre pour l'Europe chrétienne ce que Fernand Braudel appelait à l'époque le temps du monde. Nous sommes entre le XIVe et le XVe siècle. C'est le moment où apparaissent en Europe, par exemple, les premiers traités de commerce. Et ces premiers traités de commerce sont très clairs. Pour échanger, notamment le premier qui a été publié à Naples en 1458, il dit que pour être porteur d'enrichissement, les échanges doivent être réalisés avec promptitude. On trouve dans ce traité de commerce la phrase suivante: les marchands doivent être prompts à vendre et expédier, mais non laisser courir le temps. Donc, nous sommes au début du capitalisme marchand. Et ce capitalisme marchand installe en toile de fond des échanges cette idée de promptitude. C'est cette tension vers la promptitudo, comme on dit à l'époque, qui est ici posée. En parallèle, et ça c'est le deuxième élément qui est extrêmement fort à cette époque, à côté de ce discours économique, un discours religieux. Un discours religieux, l'Europe chrétienne achève au XVe siècle son débat sur le septénaire des vices, à savoir donc les fameux péchés capitaux, parmi eux celui de la paresse. Et vous allez me dire, la paresse, oui, et quel est le rapport avec la lenteur? Bien, justement, pour les théologiens, pour faire comprendre ce que signifie la paresse, il y a par exemple le théologien qui a rédigé le traité le plus lu à l'époque, qui s'appelle Guillaume Perrault, il dit, ben voilà, je vais décrire tout un ensemble d'attitudes qui sont liées à cette paresse. L'attitude première pour lui liée à la paresse, c'est l'oisiveté. Et l'oisiveté, comment détecte-t-on l'oisiveté? Eh bien, ce sont des gens mous, négligents et lents. Alors voilà, la lenteur est associée à la paresse. Or, c'est un moment, la fin du Moyen-Âge, de mise au travail des sociétés chrétiennes. Donc, d'un côté, on voit tension vers la promptitudo dans les échanges, de l'autre côté, dénonciation de la paresse comme, justement, liée à la lenteur. Et d'ailleurs, les traités des théologiens sont très souvent accompagnés d'iconographie, et l'iconographie de l'acédie, eh bien, ou de la paresse, on représente quoi? Une limace, un escargot, un âne. Mais la limace et l'escargot ont cette particularité que quand ils se déplacent, eh bien, ils laissent une trace de leur passage. Ils souillent justement l'environnement. D'où l'idée que le lent va aussi souiller l'environnement dans lequel il se trouve. Alors là, je retrouve une idée de Paul. Paul avait beaucoup d'intuition. C'est pas souvent qu'il ensuite prenait la suite de toutes ces intuitions, mais qu'importe, on peut le lire. Et moi, je lui disais, il y a quelque chose d'extrêmement poétique chez lui, parce que ça fourmille d'intuition, et il dit qu'il y a dans le christianisme une théologie de la vitesse que le christianisme n'a jamais formalisée, au contraire de la théologie de la richesse. Et là, très clairement, je retrouve cette idée. Voilà. Alors, donc, cette valorisation de la promptitude d'un côté, cette dénonciation de la paresse associée à la lenteur et au non-travail de l'autre côté, eh bien, configure cette trame rythmique des temps modernes, servent aussi à construire l'image, la figure de l'homme moderne comme étant prompt et efficace, et de l'autre côté, eh bien, on retrouve avers et revers de la même médaille, l'homme non efficace et lent, qui serait l'homme archaïque d'une certaine manière. Alors, cette trame
si elle s'impose, c'est pas simplement parce qu'elle a été pensée en Europe, c'est surtout qu'elle a été imposée, et imposée notamment, la fin du Moyen Âge est marquée par quel autre événement? C'est celui de la découverte, entre guillemets, du Nouveau Monde par les Européens. Et donc c'est à ce moment-là que, au moment des conquêtes et colonisations du Nouveau Monde, que cette trame va être imposée. Qui sont les premiers hommes lents pointés du doigt? Ce sont les Amérindiens. Christophe Colomb le dit, ces gens-là, leur pays est si fertile qu'ils n'ont pas besoin de travailler beaucoup. Un autre, Jacques Cartier dit, un autre vice auquel sont sujets les sauvages est la feignante. C'est absolument fabuleux d'écrire ça. Un autre dit, il semble se moquer de la besogne. Alors nous sommes dans cette Europe chrétienne, évidemment, qui est marquée par cette mise au travail des sociétés, puis voilà que soudain on découvre une humanité nouvelle et qui interroge. Et on la décrit justement, on décrète qu'ils sont lents et paresseux, c'est toujours vu en contrepoint de la rapidité et de l'efficacité tout aussi décrétée de l'Européen. Et l'iconographie qui accompagne ces récits, eh bien, présente toujours l'Amérindien dans un hamac, où on a à la fois le refus du travail et la concupiscence. Donc on ajoute évidemment un autre élément, et le père Billard, qui sera en Martinique à la fin du XVIIe siècle, dit « Leurs journées ne sont que beaux passe-temps, ils n'ont jamais hâte, bien loin de nous qui ne saurions jamais rien faire sans presse et oppresse. » Alors, après, eh bien, tout le reste va suivre. Les premiers esclavisés d'Afrique seront indolents. Alors, indolents, c'est justement le manque de sensibilité morale et le manque d'ardeur au travail. Alors, peu à peu, à force de mots, à force d'images, eh bien, commence à se diffuser cet imaginaire chrétien des premiers temps de la modernité qui impose des normes rythmiques de civilisation. Et pour moi, c'est le premier pli qui est imposé par cette modernité. C'est pour ça que le grand partage pour moi, et là je diverge de Dartmouth Rosa, pour qui le grand partage, c'est la mutation technologique, c'est la machine de Watt. Je pense que le grand partage, c'est d'abord le fruit d'une mutation anthropologique. Et cette mutation, on en parlait tout à l'heure avec François Jarige, il parlait aussi de l'importance des mutations anthropologiques, elle a lieu à la fin du Moyen-Âge. Donc cette trame rythmique de la modernité, elle prend naissance là. Bien sûr, à l'époque de la révolution industrielle, à l'époque des bourgeois conquérants, c'est Werner Sombart qui parle de bourgeois conquérants avant que Charles Maurrazet ne récupère l'expression. Évidemment, cette fois, eh bien, cette trame rythmique va être, comment dire, va redoubler de poids par les innovations technologiques. La technologie de la vapeur permet, oui, d'installer en toile de fond de la vie économique et de la vie sociale le principe de l'accélération. Mais n'oublions pas, il y a aussi l'introduction du chronomètre dans les lieux de travail, l'introduction des horloges dans les espaces publics, tout cela permet une synchronisation des activités. Donc, cette diffusion au moment des fameuses machines de Watt de la révolution industrielle, eh bien, c'est un moment de disciplinarisation des corps. Par exemple, beaucoup d'ouvriers soumis à la chronométrisation des principaux moments de labeur, eh bien, on déplore leur inattention. Il y a tout un travail sur la façon de gouverner l'attention. Un professeur au Collège de France, Théodule Ribot, écrira à la fin du XIXe siècle que l'inattention des ouvriers relève d'une, je cite, inadaptation aux conditions d'une vie sociale supérieure. Donc on voit bien, toujours, on ne parle pas des lents, mais quoi qu'il en soit, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. Il y a une discréditation de ceux qui ne vont pas
au même rythme. Même chose quand on parle de la fatigue au travail qui commence à fasciner les médecins à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Et beaucoup de médecins en arrivent à dire que la fatigue au travail, c'est une maladie de l'énergie, c'est une incapacité à intégrer et intérioriser une discipline de travail. Eh bien, au moment où triomphe cette idéologie du progrès, cette résistance de l'organique contre l'inorganique, la technique, pose problème. Donc, ce deuxième moment, avec ce nouveau lexique finalement de la discrimination rythmique, se met en place à la fin du 19e siècle, et là aussi d'un rivage à l'autre, d'un univers culturel ou social à l'autre, les mots voyagent, glissent, mais charrient toujours la même violence discriminatoire contre des hommes lents que l'on présente comme inconstants, capricieux, émotifs, etc. Je voudrais citer Boucher de Perthes en 1835, qui me semble un beau résumé. Il dit que les rapprochements, je cite, entre les peuplades appelées sauvages et certaines familles ou classes qui naissent et meurent au centre de la civilisation, les Lazzaroni à Naples, les matelots des docks de Londres, les peuples des cabarets de Paris et les crétins de nos villes de fabrique, ne manqueraient pas si l'on tentait d'approfondir cette question. Donc il y a bien cette mise en perspective à l'échelle internationale. Donc, ce nouveau pli que la révolution industrielle et urbaine impose à la trame rythmique de la modernité, et là, avec la domination quasi exclusive d'un temps dicté par les horloges et les chronomètres, et, comme le dit Julius Fraser, l'oblitération des contrastes et repères temporels associés aux prothèses techniques de dénaturation du temps. Alors, premier accident, c'était cette attribution d'un qualificatif discriminant à ceux qui ne tiennent pas le rythme, les hommes lents. Mais deuxième accident, il ne faudrait pas croire que les hommes lents sont simplement des victimes. Au long des siècles, ils ont réussi à s'emparer justement du rythme dont on parlait tout à l'heure pour en faire un moyen de résistance. Et donc c'est ici un autre accident né du surgissement inattendu de formes intempestives de réaction, comme celle par exemple consistant à jeter ses sabots dans les machines pour en arrêter le rythme infernal. Ça a donné naissance à l'expression sabotage. C'est l'une des généalogies, évidemment, de l'expression du sabotage. Ou encore celle qui consiste à fêter la Saint-Lundi pour les ouvriers qui refusent de considérer que le jour obligatoire de repos est le dimanche et veulent créer un repos laïque d'une certaine manière en échappant aux contraintes et économiques et religieuses. Donc il y a une façon rythmique de réagir. Ou le cas des dockers écossais qui, à la fin du 19e siècle, avaient entamé une longue grève et malheureusement qui avait été infructueuse pour obtenir une augmentation de salaire. Et lorsqu'ils reprennent le travail, ils ont décidé de travailler mal et lentement. Et finalement, on a accepté d'augmenter leur salaire. Donc, ils ont compris que la rupture de rythme pouvait être une arme efficace. Donc, il y a un événement de lenteur dans ces réactions qui est porté par une rupture intempestive de rythme. Alors, dans ces sociétés en accélération, la rupture de rythme peut aussi servir un projet de réexistence, pas simplement de résistance. De réexistence, je préfère ce mot à celui de résilience, parce que voilà, nous avons suffisamment de mots en langue française, on n'est pas obligé d'en amener de la langue anglaise. Et dans les villes-ports du Nouveau Monde, puisque tout à l'heure tu disais que effectivement la plupart de mes terrains d'études et d'enquêtes sont sur le Nouveau Monde. Et là, il y a quelque chose qui est fascinant, c'est qu'à la fin du 19e siècle, on a l'impression que dans les villes-ports du Nouveau Monde vont se rencontrer tous les hommes lents de la planète,
à la fois les anciens esclavisés qui sont affranchis parce que l'esclavage a été aboli, mais qui n'ont pas eu de ticket de retour en Afrique, donc ils sont là, ils cherchent du travail, et beaucoup d'immigrants venus d'Europe et d'Asie parce qu'ils cherchent aussi à s'employer au Nouveau Monde, et bien de la rencontre de ces hommes lents du Nouveau Monde dans les villes-ports essentiellement de l'Atlantique, eh bien vont naître des musiques syncopées, des danses chaloupées. On connaît ces musiques, le jazz, le tango, la samba, la rumba. Eh bien, la syncope, c'est justement le refus de la cadence stricte. Et ces danses chaloupées, c'est aussi le refus de ce corps contraint par la mécanique et la technique. Donc, il y a une façon de reprendre place, même pour un temps, dans l'espace et dans le temps. Alors, pour revenir à Paul, je rappelle que le bandeau qu'il avait apposé, ou qui avait été apposé sur le livre, pas l'exposition, mais le livre, Ce qui arrive, portait le sous-titre suivant, Naissance de la philophonie. C'est intéressant parce qu'on ne le retrouve pas dans le sous-titre du livre. Donc le hasard a fait que j'ai gardé le bandeau. Je dirais qu'il y a dans ces usages intempestifs de la lenteur comme rupture de rythme une démarche philosophique, à savoir le retour d'une forme de maïeutique. Le surgissement intempestif d'un événement de lenteur témoigne pour moi d'une perception, Husserl dirait muette encore, de leur domination par la trame rythmique de la promptitude et de l'accélération. Et de la nécessité, à partir de là, de s'emparer d'un instrument rythmique pour lutter contre cette domination. Et je dirais que pour moi, le dernier exemple qu'on a eu, c'est l'exemple des Gilets jaunes lorsqu'ils décident de bloquer des ronds-points. C'est un instrument rythmique de lutte. Donc on le voit, la figure de l'autre comme décrétée, inadaptée au monde moderne, elle change selon les époques, les enjeux, mais c'est toujours par l'usage d'un vocabulaire rythmique que ceux qui ne répondent pas aux normes d'une humanité voulue moderne sont pointés du doigt ou discriminés. Paresseux, indolents, feignants, fainéant, celui qui ne fait rien, roupilleur. Je vous rappelle que lorsqu'au début du confinement, enfin en janvier 2020, est sortie cette histoire de cet homme éboueur à Paris, pris en train de faire la sieste, et cette cadre d'entreprise qui le prend en photo et qui le met sur Twitter dit voilà à quoi servent les impôts des Parisiens, à payer des gens qui roupillent. Eh bien, la roupille, c'est un manteau dans lequel on s'enveloppe pour dormir. Ça vient du mot raupa, qui veut dire guenille. Donc, on dénonce un gueux, en fait, qui est en train de ne rien faire. Encore une fois, cette dénonciation à partir d'un vocabulaire rythmique. Donc, aujourd'hui, nous sommes les héritiers de ce monde, de ce processus au long cours, où le principe de l'accélération comme norme sociale a été imposé, jusqu'à aujourd'hui, ce principe évidemment de l'instantanéité. Donc c'est un monde abîmé. Il y a eu un dossier de revue sur cette notion. Un monde abîmé que nous lègue la domination sociale de la vitesse ou de l'accélération à l'exclusion de tout autre rythme. Paul Virilio pensait que ce mouvement d'accélération allait percuter l'infranchissable limite de la vitesse de la lumière, ce qu'il appelait le pied du mur du temps. Et il posait cette question: où irons-nous lorsque nous aurons atteint la vitesse limite? Où irons-nous? Eh bien, voici qu'un virus, déferlant à l'échelle d'une planète globalisée, vient percuter cette trame rythmique et vient imposer à nos sociétés un changement brutal de rythme, ouvrant sur un temps inouï, celui du grand ralentissement. Alors c'est d'un autre accident ici que je vais parler rapidement pour terminer, un accident viral qui impose ce fameux grand ralentissement. Nous avons l'impression d'être un peu comme dans une voiture de course prête à démarrer en trombe, qui ronge son frein en attendant que ce temps suspendu
et aussi ces espaces suspendus, pour faire un clin d'œil, veuille bien s'ouvrir à son rythme. Donc, nous sommes face au mur rythmique de la pandémie. Il y a à peu près un peu plus d'un siècle de cela, Walter Benjamin notait à propos du cinéma que le ralenti, qui se dit Zeitlupe en allemand, qui veut dire effet de loupe ou loupe temporelle, eh bien fait au temps ce que le gros plan fait à l'espace. C'est-à-dire qu'il ouvre le temps, il l'élargit, il le donne à voir autrement, en ses menus détails, auxquels en temps normal on ne prête pas attention. Eh bien c'est de cela que ce ralentissement que nous sommes en train de vivre nous permet de faire l'expérience, interrogeant notre capacité à habiter le temps et à faire avec des rythmes multiples. Nous prenons la mesure, peut-être plus que jamais, comme dirait Proust, que nous vivons dans le temps et non pas contre le temps, toujours à la course, passant d'un rendez-vous ou d'un engagement à l'autre, d'une activité à l'autre. C'est le moment où nous pouvons quand même prendre la mesure que l'imposition de cette domination quasi exclusive d'un rythme devenu frénétique a détruit et stigmatisé colonisation, esclavagisme, exploitation des ressources naturelles, autant d'entreprises qui ont balisé le chemin de la destruction mécanique et rationnelle des écosystèmes humains et naturels. Et aujourd'hui, nos sociétés subissent l'un de ces derniers avatars avec la pandémie de Covid-19. Et le lien n'est pas dû au hasard. En 2016, un rapport du Programme des Nations Unies sur l'environnement a souligné que 75% de toutes les maladies infectieuses émergentes chez l'être humain sont des zoonoses, à savoir des maladies opportunistes liées à la santé des écosystèmes. Donc le lien entre propagation des virus et crise écologique est montré. Évidemment, d'autres penseurs l'ont dit bien avant, mais cette fois, les Nations Unies l'ont reconnu. Donc cette crise, aujourd'hui, est le fruit de l'accélération des perturbations anthropiques sur la planète Terre. On parlait tout à l'heure de l'Anthropocène de Paul Crutzen. Eh bien, en 2005, le même Paul Crutzen va, avec deux autres collègues, un climatologue et un historien, parler de la grande accélération pour insister sur la dimension rythmique de l'Anthropocène. Eh bien, ce que ce temps de grand ralentissement nous fait prendre et toucher du doigt aujourd'hui, c'est qu'il y a un intervalle dont nous avions perdu la conscience, tant notre sensibilité temporelle s'est émoussée dans un monde saturé de flux sonores et visuels. Les Grecs utilisaient un même mot pour signifier ce qui sépare deux événements, deux objets, deux notes. Ce mot, c'est diastème. Eh bien, ce que nous avons perdu, c'est cette capacité diastémique. C'est-à-dire une capacité nécessaire pour revitaliser une pensée critique et créatrice. C'est ce sens des intervalles qu'il nous faut retrouver aujourd'hui, sens de la plasticité du temps. C'est là que je retrouve la dimension révélationnaire dont parlait Paul Virilio dans La pandémie, mettant un coup d'arrêt au processus d'accélération. Elle met en lumière l'articulation rythmique des écosystèmes. Alors je vais conclure ici en disant que c'est peut-être un changement de paradigme qu'il nous faut penser au cœur de ce gros temps. Expérimenter d'autres manières d'habiter les écosystèmes et leur temporalité. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le costume d'Ulysse qu'il nous faut revêtir, c'est celui d'Énée. Il nous faut refonder, on ne va pas chercher à revivre dans le monde d'avant, aussi simplement que ça. Bien que nous ayons envie de revivre dans ce monde d'avant, mais si on pouvait quand même s'appuyer sur cette situation pour essayer de penser à autre chose, essayons de penser à autre chose. Voilà, c'est pour moi en tout cas aussi l'enjeu d'une écologie des rythmes. Une écologie qui doit être plus qu'une politique, ce que j'appelle, pour moi, ça doit être une poïétique. Et je rappelle que la poïétique, elle a pour objet d'étude les potentialités inscrites dans une situation
qui débouche sur une création nouvelle. Eh bien, la situation actuelle, c'est celle de la pandémie. Les potentialités sont celles que l'effet de loupe temporelle sur cette situation nous permet de mettre en lumière, et la création nouvelle pourrait bien être liée à la question de la transition écologique. Et pour cela, je crois que la lutte séculaire des hommes lents contre la domination d'un rythme isochrone peut nous servir de guide dans cette démarche poétique. Le poème, c'est ce que nous dit Jean-Christophe Bailly, c'est ce qui remplit l'intervalle entre deux flux, deux excès. Nos sociétés postmodernes, c'est une banalité de le dire, ne sont faites que de flux et d'excès. Donc elles peuvent s'ouvrir, évidemment, au poème. Le poème, au sens très large du terme, il impose un écart dans le tohu-bohu de nos vies. Il permet d'envisager, encore Proust, une minute affranchie de l'ordre du temps. Eh bien, essayons de la trouver, cette minute. En ce temps de crise sanitaire mondiale, alors que les actions des gouvernements tendent à réduire la vie à une question de sécurité, le pas de côté rythmique qu'impose l'acte poétique est appelé à jouer un rôle émancipateur. Il s'agit tout à la fois de desserrer l'étau des contraintes pour ne pas céder au diktat d'un temps encadré par de seuls impératifs d'efficacité et d'expérimenter une extension des domaines du possible de la vie. Alors oui, l'accident ou l'événement de la lenteur sera porteur d'émancipation. Non pas l'accident de lenteur qui discrimine l'autre pour ne pas être en phase avec le rythme général de la société, mais l'accident de lenteur qui surgit de manière inattendue pour saper les bases de cette partition rythmique de nos sociétés. Ou encore l'accident de lenteur qui dévoile et dénonce la confiscation de la polychronie des écosystèmes par l'isorhythmie impulsée par la modernité et confirmée par la postmodernité. Alors je terminerai par une interrogation de René Char, qui est aussi une invitation à la subversion. Sommes-nous voués à n'être que des débuts de poèmes? Merci. Merci Laurent. Beaucoup de choses à la fois nouvelles, rituelles et rythmées dans ce que tu nous proposes. Je voulais, comme il est question de la pensée de Paul Virilio, je voulais dire, après, débordant sur ce que tu as pu ouvrir et te poser des questions, que ne serait-ce qu'aujourd'hui, on a évoqué, on a dit, bon, certes, la vitesse, mais ça n'est pas que la vitesse, ça n'est pas que l'accélération. Thierry insiste beaucoup et on en a fait un ouvrage sur l'hydrologie. Hein, Jean insiste sur l'attente, il dit non, Jean-Michel, il dit c'est l'attente. Et toi, tu dis le rythme. En fait, c'est des manières de dire ce qu'est et tous les reliefs que porte cette pensée. Moi, je voudrais revenir sur plusieurs choses que tu as dit. Une première qui fait écho à ce qu'avait dit François Jarry ce matin, c'est la fonction technique d'externalisation de l'attente anthropologique. En fait, il y a tu as insisté là-dessus, le basculement, il est d'abord anthropologique avant d'être technique, mais après, il devient technique. Et la technique relaie le basculement anthropologique. Et ça, tu le dis et tu le montres très bien. C'est-à-dire que le basculement du rythme, il se fait d'abord dans la société des hommes, par la société des hommes, peut-être par l'établissement des hommes, et ensuite, la technique relaie. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'externalisation par la technique de ce que les hommes demandent aux hommes. Et c'est un effroi que la technique peut nous produire, parce qu'elle a une puissance d'externalisation, pardon, j'en bégaye, d'externalisation telle que ça pourrait nous effrayer. Je crois que c'est une des choses qui effrayait, enfin qui alimentait l'effroi de la pensée de Paul. Et par ailleurs, il y a un sujet, alors peut-être que c'est pas toi qui pourrait totalement me répondre, mais qui moi m'intrigue et j'aimerais te poser la question. Oui, pardon.
il y a un sujet, c'est la relation au flux, au rythme et à l'image rythmée qui est celle du cinéma. Pour moi, le plus grand livre de Paul, c'est Logistique de la perception, qui est un livre admirable, formidable, terrifiant, horrible, etc. Toutefois, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup dans ce livre, c'est que on peut en conclure que si la mitrailleuse est la même chose que la caméra, ce qui importe, c'est de refuser le flou qu'impose la caméra à l'appareil photographique. En gros, le danger, et c'est quand même ce que tu démontres, c'est le rythme, le flux. Et l'image fixe est peut-être plus importante que l'image mouvement. D'où une erreur qu'aurait commise aussi un autre philosophe à s'intéresser à l'image mouvement, alors que l'enjeu, c'était peut-être l'image fixe. Mais encore fallait-il passer par logistique de la perception et image mouvement pour en revenir. Mais ce n'était pas exactement ton sujet, mais je pense que tu as des choses à dire peut-être sur le cinéma et le cinéma de ces flux, de ces rythmes, de ces migrants. Et l'autre chose que j'ai trouvé, entre autres, formidable, au-delà de la question de l'externalisation, c'est parce que dès le début, je me suis dit, mais alors, il y a des moyens de résister. Si ça ne plaît pas, quand ça déplaît, la résistance est là. Donc la lenteur offre des possibles. Et tu l'as très bien dit, tu en es arrivé là aisément. Et surtout, ce qui m'a époustouflé, c'est la musique, évidemment. La musique chaloupe de ces temps arrêtés, des gens qui, dans la musique, par le rythme, retrouvent chaloupe, danse, controverse le rythme qu'il leur est imposé parce qu'ils doivent être synchrones. Et cette critique de la synchronicité, elle est heureuse. Et ça rejoint, je sais que Sophie Grilliot ne veut pas parler, mais ça rejoint quelque chose sur lequel elle insiste. Et tout à l'heure, je la présenterai très rapidement pour une performance, en quelque sorte, de la bouteille. Et elle insiste en disant, attention, l'accident, il y a des accidents heureux. Donc, est-ce que peut-être parler un peu plus de cette inversion de l'opposition au souillage des rythmés qui eux-mêmes inventent la possibilité pour d'autres de se dérythmer également. Oui, alors ça c'est très important de considérer qu'effectivement l'accident, il faut, quand on revient sur ce mot, il faut enlever tout l'imaginaire qui surgit aujourd'hui, comme si l'accident n'était que porteur de catastrophe. L'accident, et c'est là où c'est intéressant et c'est important quand Paul revient à l'étymologie, ce qui arrive, et ce qui arrive, c'est tout peut arriver, ce qui peut apporter la catastrophe comme ce qui peut apporter des éléments de renouveau, d'émancipation, etc. Donc c'est ce que j'ai essayé de montrer ici, à savoir d'abord d'un côté effectivement négatif, l'accident quand tout un langage va servir à discriminer ceux qui ne tiennent pas le rythme. Donc là, il y a le côté négatif, hein. Mais il y a l'accident par le changement de rythme. Soit il est conscient, soit il est, comment dire, intuitif. On n'arrive pas encore à le formuler. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est que ces hommes-là, ce sont aussi ceux à qui on ne donne pas tout le temps la parole. Tout à l'heure, Thierry parlait que derrière cette idée d'autodidacte, il y a aussi une question de classe. Eh bien, je crois que les hommes-là, il y a aussi parfois cette difficulté à prendre la parole avec des mots. Et quand on ne peut pas la prendre avec des mots, on la prend autrement. Et la création musicale ou la danse, c'est une prise de parole. Et une prise de parole comme une autre. Et notre travail, nous, enfin moi en tout cas comme historien, c'est de redonner la parole à ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir. J'aime cette idée qu'avait apportée Michelet, c'est que l'historien, il est l'administrateur du bien des décédés. Ben, j'essaie de leur redonner la possibilité de prendre la parole, même si de leur vivant, ils ne l'ont pas eu. Et je saisis cet accident du rythme pour leur dire, ben voilà, ils ont tenté de prendre la parole. Donc, peut-être voulait-il dire quelque chose. Après, ben c'est comme tout, soit on essaie d'interpréter et on fait son travail,
soit on se contente de dire ah oui mais là je ne sais pas ce qu'ils ont voulu dire et on ne fait que gratter. Jean Duvigneau, parce que tout à l'heure on parlait hier, on a immergé la pierre avec les 3 V qui sera la première pierre du musée. Mais Paul Virilio me rappelait toujours qu'il avait 3D, lui, ses influences. C'était Deleuze, Duvigneau, Derrida. Eh bien, voilà, donc j'en étais tout à l'heure sur Jean Duvigneau, je ne sais même plus pourquoi je voulais parler de Jean Duvigneau. Mais bon, bref, c'est important de donner, d'interpréter. Oui, Jean Duvigneau me disait, ce qu'il faut, c'est gratter derrière l'écorce. Donc, soit on se contente de rester sur l'écorce, soit on va derrière l'écorce. Ben, moi, j'essaie d'aller derrière l'écorce en essayant d'interpréter. C'est quand même la moindre des choses, il me semble. Et c'est ce que fait Paul. Très bien. Oui. Alors, il y a des possibilités, mais je crois qu'il y a un autre micro qui peut circuler. J'avais proposé celui-ci, mais il y en a un autre qui peut circuler. Thierry, je t'en prie. Oui, c'est une. Merci, Laurent, bien sûr. Non, c'était une question qui va aussi bien à François Jarige, qui n'est plus là, qu'à Laurent. C'est que, à la place de la machine à vapeur comme déclencheur de ce qu'on appelle la révolution industrielle, notion qui dorénavant est sérieusement controversée, on lui préfère le productivisme, il y a quand même ce que Lewis Mumford avait appelé l'invention de l'horloge. Et donc ça, c'est très, très important. Donc à partir du moment où tout à coup, c'est l'horloge qui va impulser une transformation de notre perception du temps et de l'espace et inventer la notion de rentabilité du temps, là, évidemment, on entre dans une nouvelle période. Et donc, si la révolution industrielle, entre guillemets, date du début du XIVe siècle, avec les abbayes cisterciennes qui vont populariser l'horloge dans leur empire qui va du Portugal à la Hongrie, là, on a quelque chose qui nous oblige à réécrire la jolie histoire de ce productivisme. Donc ça, c'était mon premier point, parce que du coup, la notion de temps change, évidemment, tu l'as laissé entendre, bien évidemment, mais elle change entre le moment où on est au XIVe siècle et puis la fin du XIXe. Et par exemple, lorsque j'avais écrit mon petit bouquin sur l'art de la sieste, je m'étais aperçu que la paresse, contrairement à ce que je pensais, n'était pas l'oisiveté. Au départ, c'est un mot latin assedia, traduit en français par l'assédie, qui est le manque d'entrain du moine pour les choses de la religion. Donc c'est le moine qui n'est pas assez pieux. Voilà. Et ça va, c'est très intéressant, je n'ai pas le temps, peut-être tu connais ça par cœur, mais comment on passe de ça à la paresse, c'est-à-dire l'oisiveté. Et alors là, du coup, c'est passionnant parce que l'oisiveté en latin, c'est la traduction du grec scolé, qui est le loisir, c'est-à-dire le temps fait pour rien d'autre que la connaissance de soi et d'autrui. Or, le mot loisir en français vient de licere, en latin, qui va donner licite. Donc nous avons là une pensée de la maîtrise du temps qui s'oppose à ce qui serait attribué à l'autre. Donc on s'aperçoit là qu'il y a vraiment un changement radical. Et là, tu as tout à fait bien pointé, c'est que c'est le christianisme qui vient transformer cette perception du temps et qui vient finalement discréditer ceux qui en font qu'à leur tête, ceux qui ne rentrent pas dans la discipline du temps, hein, avec l'horloge pointeuse, l'emploi du temps, taratata, etc. Donc ça, je pense que tu as pointé une chose excellente, c'est que la lenteur, d'abord tu les appelles les hommes lents, ce qui est un peu différent, parce qu'eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont lents, évidemment. Leur manière d'être au monde est finalement une manière d'ajuster leur chronobiologie, ils ne parlent pas en ces termes bien sûr, avec leur activité. Mais la question que je voudrais te poser est la suivante, parce que moi ça me turlupine depuis des années, depuis que j'ai écrit mon petit manifeste pour une écologie existentielle, c'est essayer de voir comment on pourrait, parce que tu n'en as pas assez parlé je pense, comment on pourrait articuler temporalité à territorialité. Laurent, c'est une vaste question. Si tu toute petite question. Oui, une petite question. Succinctement, dans la mesure où le temps passe et il va nous falloir lancer la prochaine vidéo assez rapidement.
Non, mais c'est une question qui est enfin, pour moi, c'est l'un des défis de ce que j'appelle une écologie des rythmes. Mais sachant que la territorialité, il ne faut pas la définir de manière étroite par le retour du terroir, etc. C'est les temporalités et les territorialités. Et c'est la redécouverte de la multiplicité des temporalités, des écosystèmes, qui me semble aujourd'hui nécessaire, c'est-à-dire que nos écosystèmes sont écrasés par la domination d'une seule temporalité, d'un seul rythme qui est lié aux efficacités économiques dont nos gouvernements et les chefs d'entreprise ne cessent de nous rabattre les oreilles en disant que sans ça on n'arrivera pas, etc. Et donc ce lien, pour moi, il est essentiel entre temporalité et territorialité, à condition qu'on ne se trompe pas dans les définitions préalables des mots. La territorialité, c'est pas le retour forcément à la terre, hein, c'est pas le retour parce que quand on voit nos sociétés qui sont prises par des populismes qui en appellent au repli des frontières, etc., c'est un mot qui risque de faire peur. Or, au contraire, c'est un mot qui doit desserrer les frontières, cette territorialité. Donc, jouer sur retrouver nos capacités diastémiques, c'est-à-dire nos capacités à trouver des intervalles et à déployer des espaces de vie dans ces intervalles de temps, et je dirais dans des intervalles également de territoire, puisque le mot diastémique, il servait pas uniquement à qualifier des éléments temporels, mais aussi spatiaux. Donc je crois que c'est le retour c'est une invitation à déployer nos capacités systémiques, diastémiques, que tu veux dire. Mais il y a du travail. Merci encore Laurent. Alors, il y a une question du chat Zoom. Non. Malheureusement, il faut. Je crois que c'est Jean qui pilote, mais il faut lancer la vidéo de Gilles. Non, désolé pour le chat. Donc, on va répondre direct. Encore une question. Allez, désolé. C'est vraiment très court. Oui. Est-ce que réhabiliter ou faire l'éloge de la lenteur ne se limiterait pas à être un nouveau ludisme, si cela se résume à la seule opposition à la vitesse et à l'accélération? Alors, attention, il ne s'agit pas d'un éloge de la lenteur. D'une part, ça a été fait et très bien fait. Je pense à Pierre Sansot, ou même l'art de la sieste, Thierry Pacaud est ici. Mais, comment dire, moi, c'est l'art de la rupture de rythme. Donc, la lenteur entendue comme à un moment dans un mode temporel qui est marqué par la fascination de l'accélération, elle intervient comme une rupture de rythme, mais pas être lent pour être lent, c'est pas l'enjeu. Pour moi, c'est le surgissement inattendu de la rupture de rythme, c'est ça. Et je dis pas qu'il faut être lent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être rapide de temps en temps. Tout le monde doit être, et tout le monde l'est. Mais ce qu'il faut, c'est retrouver nos capacités à passer d'un rythme à un autre et ne pas subir la domination d'un seul rythme, que l'on part de toutes les vertus en disant l'efficacité sociale, c'est ça. Je rappelle que Carlos Ghosn, dès qu'il a quitté le Japon, qu'il a fait sa première interview, il a dit « Je ne suis pas un homme lent ». J'ai trouvé ça fabuleux. Je ne suis pas un homme lent, je prends mes décisions, et quand je prends une décision, tout va très vite. Bon, ben très bien. Voilà. Donc, à nous de retrouver nos capacités à passer d'un rythme à l'autre et à faire de ces passages, justement parfois accidentels, des éléments d'émancipation. Voilà, on a besoin de ça. Merci encore, Laurent.